Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et toutes les 2 semaines, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur 2 pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'ai envie d'exploser, comme le dit le titre de cet épisode. Aujourd'hui, je vous propose d'exploser le syndrome de l'imposteur. Très littéralement. L'objectif est de voir de quoi il est fait précisément et comment on peut y faire face. Alors attention, avant de commencer, j'ai envie d'être ultra clair sur un point. Cet épisode n'est pas là pour minimiser le syndrome de l'imposteur, nier son existence ou ses impacts très réels. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel je travaille avec plusieurs de mes clients en coaching. Mais dans cet épisode, j'ai justement envie d'adopter la même approche que j'ai avec mes clientes quand on travaille sur ce sujet. J'ai envie de vous amener à clarifier pour vous-même ce que veut dire précisément le syndrome de l'imposteur pour vous et à identifier de quels symptômes vous souffrez précisément, de façon à aller traiter vos symptômes de façon bien spécifique. Bah oui, parce qu'en médecine ou en psychologie, quand on parle de syndrome, on fait en fait référence à un ensemble de symptômes observables. Or, le syndrome de l'imposteur est souvent utilisé comme un concept un peu valise qui est utilisé pour fourrer une variété de ressentis et d'émotions désagréables. Ce qui fait qu'on oublie que c'est en réalité un mélange de plusieurs ressentis. C'est ça que je veux dire par exploser le syndrome de l'imposteur. On va en fait plutôt le disséquer, si vous voulez. Et en regardant les symptômes, on va voir que ce n'est pas cette maladie énorme et insurmontable dont tout le monde dit souffrir. Parce qu'en plus, je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'entends syndrome, ça me fait tout de suite penser à une maladie grave ou incurable dont on va souffrir toute sa vie. Alors que quand on regarde ce que recouvre ce syndrome, en fait, on parle de choses qui sont finalement assez universelles et qui relèvent juste de la condition humaine, des ressentis et des émotions qui ne sont en soi pas du tout des maladies. Mais comme il s'agit souvent de choses qu'on n'a pas appris à percevoir comme étant normales et qu'on a fourré ensemble dans cette grosse valise effrayante, on en a peur et on finit par penser que c'est un problème. Alors attention, si votre expérience du syndrome de l'imposteur est handicapante, si elle vous emmène à faire des attaques de panique, si ça vous empêche de fonctionner, parce que c'est possible aussi, il faut aller voir un professionnel de la santé mentale. Et si vous n'en êtes pas là, je vous propose d'exploser ce syndrome ensemble. Ça vous va ? C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est exactement le syndrome de l'imposteur ? C'est une tendance psychologique à fortement douter de soi-même, de ses capacités, de ses compétences et à se remettre constamment en question. Surtout quand il s'agit de reconnaître qu'on a accompli quelque chose de positif, professionnellement ou personnellement. La personne va rejeter systématiquement le mérite lié à son travail et attribuer son succès à des facteurs extérieurs ou à d'autres personnes. Et sur un plan plus personnel, elle va rejeter systématiquement les compliments qu'on peut lui faire sur elle, sur sa personne ou sur ses qualités. Et la personne va aussi avoir la pensée sous-jacente qu'elle ne mérite pas la place qu'elle occupe, qu'elle est un imposteur, un escroc, et elle va constamment avoir peur d'être démasquée. Donc en fait, on a un cocktail à 4 ingrédients, un doute de soi permanent, une peur constante d'être démasqué, le sentiment de ne pas mériter la place qu'on occupe et le rejet systématique du fait que les autres peuvent nous percevoir positivement. Ça, c'est pour le carburant émotionnel que fournit le syndrome de l'imposteur. Si on regarde maintenant où nous mène ce carburant, sans grande surprise, avec un carburant pareil, on n'est pas du tout sur une destination paradisiaque. C'est pas possible. Parce qu'en fait, faire l'expérience du syndrome de l'imposteur va pousser à des comportements qui, à terme, peuvent être néfastes pour les relations, que ce soit la relation à soi ou les relations avec les autres,
ou encore néfaste pour la qualité de vie ou à terme pour la santé mentale. Par exemple, les personnes qui au travail font l'expérience de ce syndrome vont avoir tendance à travailler énormément pour compenser, avec une pensée sous-jacente qui peut ressembler à si je travaille beaucoup, si je travaille vite, si je fais plus, alors mes chances d'être démasquée sont réduites et je suis tranquille. Sauf que comme tout part d'une pensée de départ qui n'a pas bougé et qui consiste à penser qu'on est un imposteur, ça ne peut pas compenser. Ça ne compense jamais vraiment. On va aussi avoir tendance à être perfectionniste, avec une attention exagérée aux détails, et là encore, un risque de passer des heures sur quelque chose qui pourrait être fait en 3 fois moins de temps. Mais ici aussi, l'idée va être de se dire, si mon travail est parfait, si ma personne est parfaite, alors je suis inattaquable et alors je ne serai pas démasquée. Et alors justement, on va aussi porter un masque. On va tenter de ressembler à la personne dont on pense qu'elle correspondrait au poste ou à la situation. Et donc on peut se mettre à agir ou à se comporter comme une personne qu'on n'est pas. Ou alors on va dire des choses qu'on ne pense pas, mais dont on pense qu'elles feraient bien dans la situation ou qu'elles sont attendues. Ou alors on ne va pas montrer ce qu'on ressent réellement face à une situation donnée. Et ça, c'est loin d'être idéal pour l'estime de soi ou pour se construire une image de soi saine ou dont on est fier. Et tous ces comportements, à terme, en fait, ils peuvent être épuisants, que ce soit physiquement ou psychiquement. Si vous vous reconnaissez dans ce tableau, pas de panique. On peut en revenir et prendre une direction différente. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? La première des choses à faire est de vous rappeler que ce n'est pas une maladie, ce syndrome de l'imposteur. Tout le monde, à un moment donné, fait l'expérience du doute, de la peur ou de la remise en question. Tout le monde, à un moment donné, peut avoir l'impression de ne pas être à sa place. Si vous êtes déjà arrivé la dernière à une fête, ou rencontré un groupe d'amis déjà formé, ou bien vous êtes arrivé en cours d'année dans une nouvelle école, vous voyez de quoi il s'agit. Donc tout le monde fait l'expérience de ces ressentis pas forcément agréables. C'est universel et c'est partagé. Et ce n'est pas pathologique. Du coup, vous pouvez vous entraîner à penser le syndrome de l'imposteur comme faisant partie de la condition humaine et au-delà de ça, le percevoir comme le signe que vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau, d'inhabituel, de challengeant ou qui vous sort de votre zone de confort. Et vous pouvez aussi vous entraîner à le penser symptôme par symptôme et à en parler de la même façon. Ça lui enlèvera progressivement du pouvoir et ça vous permettra à vous de traiter les symptômes isolément. Alors justement, si on en parle symptôme par symptôme et si on le traite de la même façon, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, ça donne encore une fois des ressentis et des émotions universelles. Et pris isolément, ce n'est que ça. Du coup, vous pouvez les aborder de la même façon que vous aborderiez d'autres ressentis pas forcément agréables. C'est-à-dire les écouter sans lutter, même quand c'est inconfortable, et ensuite aviser sur la marche à suivre en choisissant votre réponse. Et dans votre éventail de réponses, vous allez avoir plusieurs choix. On va commencer par des choses que vous pouvez faire de façon très concrète. Je vais vous présenter quelques exercices à faire pour chaque symptôme, mais si vous sentez après ça que ça coince toujours, vous pouvez réserver votre appel découverte gratuit pour voir ensemble si et comment un accompagnement en coaching pourrait vous aider à faire face à ce fameux syndrome si vous en faites l'expérience. Donc dans les exercices que je vais partager avec vous, on va se concentrer sur des exemples professionnels parce que c'est souvent là que le syndrome de l'imposteur est cité comme un obstacle. Mais vous pouvez très bien l'adapter à la sphère privée si c'est là que se manifeste ce syndrome pour vous. Alors, pour le symptôme du doute, je vais vous donner 3 exercices pour le prix d'un. Premièrement, vous pouvez faire l'exercice de vous rappeler que c'est vous qui avez été choisi parmi plusieurs candidats. Dans un contexte professionnel, je vous rappelle, vous allez faire une liste au kilomètre des raisons pour lesquelles vous convenez pour ce poste. Reprenez votre CV, repassez vos expériences en revue et faites une liste très factuelle des raisons pour lesquelles c'est vous qui avez été choisi pour le poste auquel vous êtes et pas quelqu'un d'autre. Deuxième exercice, vous allez regarder dans le rétroviseur et vous allez faire une autobiographie de vos réussites. Vous allez commencer par les plus récentes et vous allez remonter jusqu'à vos premiers souvenirs. Et alors là, vous mettez tout, professionnel, personnel, tous les moments où vous avez réussi quelque chose et ce que précisément vous avez apporté à la situation. Et troisième exercice, de façon très objective, s'il y a un doute, en particulier si vous venez de prendre un nouveau poste,
C'est peut-être qu'il y a une raison en fait. Donc demandez-vous sur quoi est-ce que vous auriez besoin de vous faire former. Deuxième question, si vous n'aviez pas peur d'être perçu comme un imposteur, quelle question est-ce que vous oseriez poser pour en apprendre plus sur votre poste et monter en compétences? Troisième question, de quelles ressources est-ce que vous disposez pour vous former, poser des questions, pour vous faire mentorer, etc., etc. Parce qu'au fond, c'est ça la vertu première du doute. C'est de vous indiquer les zones sur lesquelles il faudrait éventuellement travailler. Sauf que si vous le rejetez en bloc en vous disant « je vais combattre mon syndrome de l'imposteur », vous rejetez aussi les messages peut-être valides que vous envoie ce doute. Pour le symptôme du masque, vous pouvez l'utiliser à votre avantage plutôt que contre vous. Donc vous allez venir faire une liste des caractéristiques que vous attribueriez à la personne idéale, que vous pensez ne pas être du coup, la personne qui serait parfaite pour ce poste ou qui mériterait ses compliments sur ses qualités, sur sa personne, sur ses compétences. Faites une liste des caractéristiques de cette personne idéale. Et ensuite, pour chacune, vous allez vous noter sur une échelle de 1 à 10, 1 étant je n'ai pas du tout la qualité, 10 étant j'incarne complètement cette qualité. Et donc déjà, vous seriez potentiellement surprise de voir que vous êtes pas mal en fait sur pas mal d'aspects. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous allez définir les aspects sur lesquels vous avez envie de travailler avec un plan d'action précis, pertinent et réalisable. Troisième symptôme, le rejet systématique des perceptions positives des autres. Pour celui-là, voici votre exercice. Vous allez appeler ou alors vous allez aller voir 3 personnes qui vous aiment, que vous aimez et en qui vous avez toute confiance. Et vous allez leur dire que vous faites un exercice et leur demander de vous dire 3 qualités ou 3 forces qu'elles admirent chez vous. Vous, pendant ce temps, vous écoutez ce que ces personnes vous disent et vous regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous cherchez à écouter les pensées qui défilent, les émotions qui vous traversent ou les sensations physiques que vous ressentez. Ensuite, la seule chose que vous êtes autorisé à répondre, c'est merci. Juste ça. Rien d'autre. Pas de justification, rien du tout. Ça a l'air simple comme ça, mais en fait on est tellement habitué à répondre aux compliments en les balayant du revers de la main ou en les minimisant que ce n'est pas si simple que ça. À la fin de l'exercice, vous pouvez noter ce que la personne vous a dit dans un carnet, avec pourquoi pas le rapport de ce que vous avez ressenti en écoutant. Et tant que vous y êtes, vous pouvez garder ce carnet pour y consigner tous les compliments ou retours positifs qu'on vous fera à partir de ce moment-là. Et enfin, pour le sentiment de ne pas être à votre place, et ça n'engage que moi, vraiment, mais je me demande si ce sentiment-là, il n'est pas paradoxalement entretenu par le fait qu'à force de parler du syndrome de l'imposteur, on s'attend à faire l'expérience du syndrome de l'imposteur, surtout si on est une femme et qu'on est issu d'une minorité. Comme c'est mon cas, puisqu'on nous explique partout que le syndrome de l'imposteur touche ces groupes-là en particulier. Et ce n'est pas faux en soi. Si on vient d'une minorité, on risque de se voir moins représenté, à l'échelle de toute la société en fait. Et si on est une femme qui gravit les échelons d'une entreprise, on se retrouve de plus en plus entouré d'hommes et les autres femmes se font plus rares. Alors oui, encore une fois, on peut se sentir seule et différente. Mais ce n'est pas parce qu'on est seul numériquement qu'on ressent systématiquement le syndrome de l'imposteur. Et là, je vais vous donner mon expérience personnelle. J'ai été la seule étudiante noire de ma classe préparatoire pendant 2 ans. Ensuite, j'ai fait partie d'une poignée d'étudiants noirs en école de commerce. Et je n'ai pas fait l'expérience du syndrome de l'imposteur. Plus tard dans ma carrière, j'ai fait des présentations devant la direction de la banque où je travaillais en étant la seule femme noire de l'assemblée. Et je n'ai pas fait l'expérience du syndrome de l'imposteur. Alors bien sûr, j'avais le trac avant, mais c'était exactement le même trac qu'avant de monter sur scène pour chanter. Mais c'était pas le syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, je travaille en tant que coach dans un secteur où il y a proportionnellement peu de personnes noires. Et je ne fais toujours pas l'expérience du syndrome de l'imposteur. Les doutes ou la peur que je peux avoir ou que je pouvais avoir à l'époque, ce sont juste des ressentis humains liés à la nature des tâches que je fais ou que je faisais. Et pour y pallier, je me prépare, je continue à me former, je me fais mentorer, je demande de l'aide quand c'est nécessaire, mais je ne souffre pas du syndrome de l'imposteur. Et j'ai envie que vous sachiez que c'est une possibilité en fait. Parce que parfois, le simple fait de savoir qu'une chose est possible pour ne serait-ce qu'une personne rend les choses possibles pour soi aussi. Alors pour refermer la parenthèse, ça ne veut pas dire que je ne referai jamais l'expérience du racisme ou du sexisme, ou que ça ne me fera jamais douter, pas du tout. Ça veut simplement dire que je ne laisse pas de place à ces phénomènes sociétaux
dans les croyances que je choisis de créer sur qui je suis en tant que femme ou en tant que coach. Et finalement, c'est ça l'outil le plus puissant pour faire face à ce fameux syndrome. C'est vos pensées et vos croyances sur vous-même qui forment la bande son qui tourne en boucle dans votre tête. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas quelque chose de figé et d'immuable. C'est quelque chose qui s'influence, qui se modèle et qui se change. Et ça, ce sera d'ailleurs l'objet de la prochaine série d'épisodes de podcast, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater ces épisodes. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.